l'histoire extraordinaire du robot Delta. On en a plusieurs modèles là, juste devant nous. C'est un robot qui connaît aujourd'hui un succès international, un succès mondial. Il a été inventé ici, à l'EPFL, dans le laboratoire de robotique. C'était en 1985. Et c'est une véritable saga. Et pour nous raconter cette histoire extraordinaire, eh bien, nous avons invité son inventeur qui s'appelle Raymond Clavel. Et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour Raymond. Bonjour. Donc, vous êtes en retraite maintenant. Tout à fait. Depuis quoi, 5-6 ans? 6 ans et demi. Vous avez été très longtemps dans le laboratoire de robotique? Un peu plus de 30 ans. Et donc, il vous est arrivé une histoire extraordinaire avec vos équipes, parce que ça, on ne fait jamais ça complètement tout seul. Exactement. Vous avez mis au point, complètement par hasard, ça commence avec une histoire de visite d'entreprise qui fabrique des pralines. Exact. Ça commence comme ça, et ça débouche sur un petit robot qui est mondialement utilisé maintenant. Alors, si vous voulez bien, on va se revoir après parce qu'on a des questions à vous poser, mais je vous propose d'aller sur scène et de raconter au public cette grande épopée du robot Delta. OK, merci. Bonjour à tous. Alors, pour présenter cette success story, alors on ne va pas commencer comme dans les contes « Il était une fois », mais en réalité, ça va remonter en 1985. Donc, puisqu'on fête les 50 ans de l'EPFL, elle avait juste 16 ans, elle n'était pas encore tout à fait majeure à ce moment-là. Donc, pour vous présenter ici, j'ai un petit plan. Alors, il y a quelques indications, parce qu'on va parler de robots industriels. Les robots parallèles, c'est un peu le cœur du sujet. Le robot Delta, c'est encore plus le cœur. Et puis après, c'est plutôt des autres retombées, les applications industrielles, d'autres utilisations, etc. Alors, qu'est-ce qu'un robot industriel? C'est une machine. Donc, un robot industriel, c'est une machine qui est automatique. Donc, on lui dit de travailler, puis après, elle se débrouille. Elle est polyvalente, elle ne peut pas tout faire, mais elle a quand même un certain éventail de possibilités. Elle est reprogrammable, ça c'est un élément important, parce qu'il faut sortir la caisse à outils chaque fois qu'on veut changer de programme ou qu'on veut faire autre chose, ça serait embêtant. Et puis, elle peut travailler dans un certain volume. Alors ici, on a un robot, on reparlera après d'un autre type, ça c'est un robot, on va dire, sériel. Ça veut dire qu'il y a une partie fixe, qui est fixée sur une base assez rigide. On a ici une première rotation, donc qui va tourner comme ça. Là, on a un autre élément qui a aussi un moteur qui va faire cette rotation, qui va incliner le bras comme ça. Là, il y a encore un autre moteur qui va incliner ce bras par rapport à celui-là. Puis là, il y a encore un moteur qui va faire tourner toute cette partie. Et puis là, il y a encore un poignet à 2 degrés de liberté, donc il va faire comme ça et qui va faire comme ça. Donc, ça, c'est un système sériel. Avec tous ces moteurs répartis là long, en général, c'est quelque chose d'un peu lourd. On reviendra sur cette question du poids. Alors, en 1985, le laboratoire travaillait essentiellement ou exclusivement sur des robots dits sériels. Et puis, en réfléchissant, et entre autres, au problème de chocolat sur lequel je reviendrai, on a commencé à penser robot parallèle. Alors, qu'est-ce qu'un robot parallèle? C'est aussi une machine avec toute la définition qu'on a donnée avant, qui a au moins 2 corps. Il y a une base et puis il y a une partie mobile, ça c'est toujours, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui bouge par rapport à la base. Et puis entre la partie base et puis la partie mobile, on a plusieurs chaînes cinématiques, on dit au moins 2, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est un robot sériel, on en a déjà parlé. Ici, par exemple, il y en a 6 de ces chaînes cinématiques, donc on a par exemple ici un cardan, un vérin, et puis une rotule. Ça, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de surcontrainte. Et celui sur lequel à peu près tout le monde travaillait en 1985, eh bien, c'était la plateforme de Stewart qui était utilisée comme simulateur de vol. C'est toujours utilisé comme simulateur de vol. On en retrouve un peu partout dans les écoles j'allais dire, de conduite, de pilotage. Alors maintenant, pour revenir à notre histoire de praliné dont on parlait tout à l'heure, ça, c'était au janvier 85 à peu près. Un assistant vient le lundi matin, il nous dit « Ah, j'étais samedi voir les portes ouvertes de l'entreprise. » On va dire que c'était Caillé à Bros, si je me souviens bien. Et puis là, nous, on faisait déjà des robots, tout. Puis il dit « Ouais, mais quand on voit toutes ces personnes qui prennent un chocolat, qui le mettent, qui prennent un chocolat, qui le mettent, qui font ça 8 heures par jour, à peu près à un chocolat à la seconde. Donc il faut y aller.
Ça paraît rien au début, mais si vous faites ça pendant 8 heures, même si vous mangez un chocolat de temps en temps, c'est quand même un sacré boulot. On devrait faire quelque chose. Puis ni une ni deux, on dit, ouais, ça c'est une bonne idée. On avait des contacts avec le chef de production à Bro. On a passé là-bas, on a discuté de ce qu'il fallait. Il nous a donné une grande boîte de chocolat qu'on s'est empressé de photographier, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, les chocolats, ils ne se conservent pas, en tout cas pas dans un laboratoire avec une trentaine de personnes. Donc, on avait après les bonnes dimensions et tous les mouvements qu'on a pu définir pour prendre des chocolats. Alors, si je prends un robot comme le précédent qu'on a vu, donc celui en série, si je regarde toutes les masses en mouvement du robot, puis je regarde ce que ça donne si je mettais tout ça rapporté intelligemment vers le préhenseur, eh bien, ça fait à peu près 20 kg pour un robot qui sera adapté au volume nécessaire. Alors, quand vous prenez un petit chocolat de 10 grammes, vous venez avec un robot de 20 kg, vous prenez le chocolat de 10 grammes, vous faites 20 kg plus 10 grammes, vous le mettez en place, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand ingénieur pour dire que ce n'est pas malin de déplacer 20 grammes. C'est comme si vous preniez une locomotive, 80 et quelques tonnes, vous mettez votre poussette derrière, et puis c'est à peu près le rapport de masse entre les deux éléments. Alors là, on s'est dit, on va commencer à travailler sur ce principe, mais alors on est tout de suite parti dans l'idée d'avoir un robot parallèle, c'est-à-dire d'avoir des moteurs qu'on peut mettre sur le bâti pour des questions de masse. Et c'est ce qui nous a amené, alors au bout on a fait un projet de semestre avec un étudiant qui était très motivé. À la fin du semestre, l'idée était là, mais c'est un peu une usine à gaz. Pas terrible, on a dit là il faut améliorer. Et puis comme on allait faire un diplôme dans la suite, on s'est dit dans l'été il faut quand même il faut venir à un niveau plus sûr pour pouvoir mettre un diplôme là-dessus. Et puis en réfléchissant un tout petit peu, ça s'est passé très vite, en 2 ou 3 jours, eh bien on va dire que le robot Delta est né. Alors le principe, c'est ça, vous avez la plateforme fixe ici, la plateforme mobile. Pour déplacer des chocolats, on a juste besoin de translation dans l'espace comme ça, plus une rotation pour réorienter le chocolat. Et qu'est-ce qui fait que ceci reste en translation par rapport à ça? C'est tout simplement ces 3 paires de parallélogrammes. Puis comme c'était assez original, on s'est dit il faut peut-être le breveter. Alors voilà le dessin du brevet. Le brevet a été déposé le 16 décembre. Il devait être déposé avant que l'on ait le dépôt du rapport du projet de diplôme pour des questions d'antériorité. Et puis, dans le courant janvier, il y avait la défense du projet avec le prototype qui marchait, on va dire, plutôt bien pour un premier prototype à la suite d'un projet de diplôme. À l'époque, ce n'est pas master. Alors, des applications industrielles, il y en a beaucoup. Là, j'ai juste une petite liste. On voit ici des biscuits, ça change des chocolats. Et puis, on va tout de suite voir maintenant ce que ça donne. Donc ça, c'est dans l'entreprise Cambly qui fait des biscuits que je peux que vous recommander. Et puis, on va voir comment ils travaillent. Et ce qui est intéressant, donc là, on a présent, c'est l'entreprise de Moret qui a pris une licence et puis qui a fabriqué ces robots. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand on parlait du Delta, et les gens nous disaient, oui, mais moi, je prends un robot plus gros, puis je prends un système multiprise, c'est-à-dire que j'en prends 3 à la fois, puis je les dépose. Donc, c'est pas grave si je fais des trajets avec une masse élevée. Et puis, là, finalement, de Moret, il a fait les 2 choses. Il a un robot rapide, mais en plus de ça, il met un presseur à 3 positions. Donc, on voit les 3 positions ici. Puis là, on le voit ralenti. On voit l'angle qu'il prend pour s'adapter à la position du chocolat, position qui est donnée par un système de vision avant, coordonnées transmises au robot, il vient les piquer au bon endroit. Alors, bon, ça continue comme ça 24 heures sur 24, si vous voulez, mais on va passer à la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Delta, il y en a pas mal qui sont en entreprise à présent, mais il y a aussi eu d'autres lignes qui ont été suivies sur cette géométrie. Par exemple, ici, vous avez un système à retour de force, un système haptique, comme on dit. Alors, vous avez l'utilisateur c'est une souris, si vous voulez, mais qui permet d'aller dans l'espace. Et puis, en plus de dépasser le curseur dans l'espace sur votre ordinateur, sur votre système en 3D, eh bien, vous pouvez un retour de force. Si vous déplacez quelque chose puis que vous touchez une paroi ou un mur, eh bien, vous allez sentir un point dur là-dessus parce qu'on peut réenvoyer le système de force là-dessus. Puis après, on est dans d'autres domaines. Ça, c'est dans la très haute précision. Un delta qu'on appelle cube.
On pourrait croire que ce n'est pas du tout un delta d'après la forme, mais rassurez-vous, c'est exactement un delta, mais avec une configuration un peu différente. Ce qui est intéressant, c'est que ce robot, il a très peu de course, il a plus ou moins 2 mm dans toutes les directions. Ce qui est surtout important, c'est qu'il a une précision des 10 nanomètres. Alors 10 nanomètres, ça ne dit pas grand-chose. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'un cheveu, c'est 50 000 nanomètres. Donc ça veut dire qu'il a une précision de 5000 fois meilleure, si je fais juste, hein, qu'un cheveu. Et puisqu'alors, on a une autre tombée dans la machine-outil, par exemple, c'est l'entreprise Vima-Macodel à Delémont, ça c'est aussi un delta, mais il est inversé. On voit ici les 3 bras, on va dire, du delta. Le delta, là, il porte la pièce à usiner, et puis c'est la broche qui est fixe, c'est-à-dire qu'on déplace la pièce sous la broche, qui permet d'avoir quelque chose de très dynamique. Et juste pour fixer les idées, une machine-outil normale, on a ce qu'on appelle la fréquence propre, c'est-à-dire vous lui donnez un coup de marteau, puis vous mesurez les vibrations qu'elle génère ou qui sont générées dans la machine, et puis ça vibre à peu près à 60 Hz. Puis une machine comme ça, on a 250 Hz, ça veut dire que la dynamique, la précision, la qualité est beaucoup meilleure. Et puis un autre domaine intéressant, tout à fait d'actualité, puisqu'on parle de traitement, glyphosate, etc., eh bien, plutôt que de traiter dans un champ de betterave, ou tout autre champ, si vous voulez, en passant avec une grande barre de 20 mètres, en arrosant un petit peu partout, eh bien, ici, on a un système, qui a tout un système de caméras, qui regarde où sont les mauvaises herbes, et tiens, là, il y a une mauvaise herbe, pit, on va y donner une petite sifflet de traitement. Donc, on utilise peut-être 100 fois moins de traitement, si ce n'est pas 1000 fois. Donc, on voit ce genre de choses. Et puis, en tout autre domaine, et ça, c'est intéressant, ben, tout est intéressant, de toute façon, je ne vous en parlerai pas autrement. Ici, on a un système optique. Donc là, vous avez une lentille, vous pouvez avoir des fibres optiques ou tout ce que vous voulez. Cet élément, il fait 10 mm de côté, 4 mm d'épais. Et l'idée qu'on a utilisée avec des cinématiques parallèles, c'est de dire, ben, je prends un faisceau laser, je le tire, je mets une cible. Et puis après, les autres éléments que je vais mettre entre deux pour obtenir ce que je veux, eh bien, je vais utiliser ce faisceau laser comme une ficelle que je tendrai. Donc, on peut mettre à la bonne position, puis sitôt qu'il a la bonne position, on vient donner un petit pot de soudure, un petit coin de soudure sous forme d'un spot laser qui va nous bloquer le tout. Et avec ça, on a des précisions optiques, on est mieux que le micron dans l'alignement. Alors maintenant, pour conclure, parce que je vois qu'il y a le système qui est en train de me gronder, c'est que, alors, bon, le robot Delta est devenu, on peut le dire, on va dire sans fausse modestie, c'est la solution pour tout ce qui est packaging. Indicatif, en 2011, la triennale sur le packaging à Düsseldorf, sur toute la foire, il y avait 140 robots Delta qui étaient exposés dans 70 stands. Donc, ça est devenu le standard pour tout ce qui est de ce genre d'application. Il y en a environ, c'est un petit peu marseillais, mais pas beaucoup, à peu près 100 000 dans le monde à présent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ça vienne. Il y a eu des contacts d'entreprises. On allait trouver des utilisateurs. Oui, mais c'est bien votre robot, mais est-ce que vous avez déjà eu un exemple, une installation? Enfin, c'est le coup de l'œuf et de la poule. Puis après, ça évolue, ça met un certain temps. Et puis, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a amené beaucoup d'autres secteurs, des résultats dans d'autres secteurs, machine-outil, de l'optique, de l'aptique, des appareils pour les personnes à mobilité réduite, la chirurgie. Et puis peut-être le plus important dans une école comme la nôtre, c'est un excellent sujet pour la formation des ingénieurs, déjà pour la conception. Pour les étudiants, à un moment donné, si je ne leur donnais pas à faire un projet d'un robot Delta, ils étaient tout tristes. Mais nous, les autres, ils n'en ont eu, pas nous. Donc, c'est vraiment un très, très bon outil pour la formation. Et avec ça, je vais conclure et j'arrive au bout. Merci de votre attention. Ça va, on a encore quelques minutes pour pouvoir discuter ensemble. Je voudrais enchaîner sur ce que vous disiez à la fin. Quelque chose de très intéressant pour un laboratoire, c'est un outil qui permet de travailler aussi avec les étudiants, qui permet d'enseigner. Il y a un autre point quand même, je ne voudrais pas être trop matériel, mais qui doit être quand même assez intéressant. Quand on vend 100 000 robots dans le monde et que vous avez le brevet, le laboratoire a le brevet, ça vous a rapporté aussi pas mal d'argent. Oui, c'est... Combien? Alors, bon, malheureusement, ça dure, le brevet, il est limité sur 20 ans. Alors, bien sûr, mais pendant la durée du brevet. Alors, les 10 premières années, ça coûte, parce qu'il faut payer les annuités, mais ça ne rapporte rien. Et puis, là, après, ça commence à venir. Et puis, il faut reconnaître que sitôt qu'on a eu une première installation assez costaud chez Caillé, qui a mis un certain temps pour arriver, ça a donné
les gens disaient plus vous n'avez pas d'exemple. Il y avait un super exemple avec des gens super sérieux. Et là, ça a explosé. Et là, ça est parti très fort. Donc au total, on va dire qu'à l'école, ça rapportait 2 millions. 2 millions à l'école. C'est pour ça que c'est important. Hein. Je ne sais pas pour parler de l'argent que de l'argent, mais ça finançait complètement votre laboratoire. Ça vous a permis de faire beaucoup de choses. Alors, bien sûr, disons que l'avantage d'avoir un financement comme ça, donc un laboratoire, il a quand même un petit financement. Je ne sais pas si le président de l'école est là, mais il va dire, lui, c'est un gros financement. Enfin, il a un financement pour le courant, pour un certain nombre d'assistants. Et puis l'avantage, quand vous avez des revenus extérieurs comme ça vous permet de dire, ah ben tiens, je suis une super personne qui vient me voir pour un doctorat. Ah, on peut travailler dans ce domaine, mais je n'ai pas forcément un projet Fonds national ou quelque chose comme ça. Hop, je l'engage. Puis j'ai les moyens de le payer pendant assez longtemps, le temps de retrouver un autre projet pour la suite. Donc c'est extrêmement Ça permet agréable. d'entretenir l'équipe. Oh, puis ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance de feu pour faire face à tout ce qu'il faut faire face avec une équipe, justement. Ouais. Vous avez récupéré l'argent de ce brevet ou on vous en a pris un petit peu quand même au passage? L'école nous en prend un petit peu. Donc en l'occurrence, très exactement, c'est 26%. Mais enfin, il reste quand même pas mal à côté, donc je ne me plains pas de ça. Non, ça a été extrêmement bénéfique. Et je peux souhaiter à tous mes nouveaux collègues d'avoir la chance d'avoir ce genre d'aventure pour leur permettre d'avoir une certaine liberté financière. Ça, c'est très, très bien et très agréable. D'accord. Bon, alors, vous nous avez bien expliqué le fonctionnement du robot. On ne va pas revenir dans le détail. Mais alors, vous êtes des ingénieurs. Au départ, vous êtes des chercheurs, des ingénieurs. Vous n'êtes pas là pour commercialiser quelque chose comme ça. Donc, comment on fait? On peut fabriquer un très bel objet qui marche très bien, mais il faut trouver les clients. Ça, c'est la difficulté. Quand on a fait le premier proto, tout plein d'enthousiasme, je me suis dit, ah ben tiens, j'attendais à avoir une file dans mon corridor pour avoir tous les gens qui voulaient acheter le brevet. Puis il n'y avait rien de tout. Non. Puis on a parlé, on a fait des présentations, etc. On a invité des gens. Puis ça mettait un certain temps. Et il a fallu, pour vendre la première licence, il a fallu quasi 2 ans. Qu'on a vendu à Demoret, qui a fait l'installation que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc ça prend du temps. Après, il y en a vendu une pour les robots plus gros, une autre entreprise. Puis après, c'est un peu le désert. Demoret m'envoyait, me dit, ah ben tiens, l'année prochaine, ça va être bien. Puis l'année prochaine, c'était pas encore très bien. Donc ça met beaucoup, beaucoup de temps. Donc il faut à peu près 10 ans pour que ça prenne sa vitesse de croisière. D'accord. Mais comment on passe de la chocolaterie ou au médical ensuite? Oh ben ça, disons, ça se fait naturellement? Assez naturellement, dans le sens que, dans le cadre du labo, on a des équipes qui travaillaient dans la robotique médicale, chirurgicale, etc. Donc, d'une certaine manière, il y a ce genre de cinématique parallèle. Ça a l'avantage, c'est que c'est très rigide, ça a beaucoup de précision, donc ça peut être intéressant pour des applications chirurgicales. Donc l'idée vient... Il permet de faire quoi précisément? Par exemple, les toutes premières opérations chirurgicales, d'ailleurs, ce n'est pas qu'un robot de ce type-là, mais ça a été des opérations dans le cerveau avec Minerva, qui est à présent dans un musée. Mais on va dire qu'il y a quand même des systèmes un petit peu parallèles, mais pas beaucoup. Mais il y a eux aussi des systèmes pour faire des opérations, par exemple, pour mettre des vis entre les vertèbres. Donc, c'est quoi le rôle du robot sur ces opérations? Alors, le robot, il n'y a pas le chirurgien qui dit « Mon vieux, tu vas mettre ça là ». Le robot est un porte-outil, mais qui a l'avantage d'être extrêmement précis. Parce que le chirurgien, il va quelque part, il avance de quelques centièmes, il refait une radio. Il avance quelques centièmes, il fait une radio, donc c'est beaucoup de radio. Alors que le robot lui dit, d'après le scanner, tu vas te mettre là, et puis il y va en 2 secondes, il a calculé tout ça, et c'est ça beaucoup plus fiable et précis. Et alors, il y a la robotique, et puis ensuite, il y a l'informatique qui vient se mettre dessus et qui augmente encore sans doute ses performances. Alors, il est clair que l'informatique joue un très grand rôle. Quand on est démarré en 85, on avait besoin de 3 microprocesseurs pour faire tourner le robot. Ouais. Et puis à présent, on fait tourner 3 robots avec un même microprocesseur. Non, pas un microprocesseur qu'on a dans un PC assez standard. Donc là, l'informatique a fait énormément de progrès. Enfin, elle s'est développée très vite. Et aussi tout ce qui est système de vision. Dans nos premières applications, un système de vision pour les biscuits, c'est une usine à gaz. Ça coûtait 100 000 francs, ça n'allait pas vite, donc c'était vraiment difficile. Il y avait des problèmes de lumière. Enfin, il y en a toujours, mais beaucoup moins. Ouais. Donc ça n'avait rien à voir avec ce qui est disponible à présent. À présent, ça vient, on va presque dire, avantageux. D'accord. Alors, ce qu'on a devant nous, ce sont différentes adaptations, sauf le petit bras jaune. Alors, celui-là, je l'avais juste pris pour montrer un robot sériel classique. Ça, c'est une des toutes premières maquettes. Puisqu'on parlait de brevet, c'est intéressant. Ouais. On a déposé le brevet en Europe, ça s'est bien passé, en Suisse déjà, en Europe. Puis quand on a déposé aux États-Unis, c'est moins bien passé. Puis on recevait l'expert, l'examinateur, qui disait « Oui, mais pourquoi avec des trucs tournants, vous avez une translation ?» Il ne comprenait pas.
Puis moi, je croyais qu'il faisait du protectionnisme, tout simplement. Puis à mon collègue de l'époque, le Burkhardt, qui me dit, mais je crois qu'ils n'ont pas compris. Alors, on leur a fait deux maquettes, une comme ça et une à peu près comme ça. Ouais. Qu'on leur a envoyé là, puis après, il a pu voir que ça fonctionnait, et puis là, il ne pouvait plus rien dire. On a quand même juste eu 5 000 francs de plus pour la continuation, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. D'accord. Alors, vous en tirez quoi comme leçon? C'est un beau modèle, en tout cas, pour un laboratoire, pour pouvoir se développer. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un problème, pas trivial, mais factuel. Très pratique, factuel. On va mettre des chocolats en boîte. Ça ne fait pas très académique comme premier contact. Et pourtant, ça a amené après tout un développement de toute une série de cinématiques. Et ça est devenu presque une culture. Et il faut reconnaître qu'au niveau mondial, c'est un gros avantage aussi, c'est qu'en très peu de temps, j'ai quand même une certaine reconnaissance d'avoir fait quelque chose d'un peu différent, d'avoir amené une nouveauté dans ce domaine de la robotique. Alors ça, c'est très agréable. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 publications pour être reconnu. Ouais. Vous recevez 2 prix, puis là, vous êtes déjà pas mal reconnu. Ça, c'est un très, très grand avantage. Eh bien, merci beaucoup, Raymond Clavel, d'être venu nous raconter cette histoire et cette réussite de l'EPFL. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci à vous.